Très bien, on va parler des embolies. L'embolie est un syndrome. L'embolie est un syndrome qui fait suite à la création d'un embole. Et cet embole est considéré comme un composant, une molécule solide qui va oblitérer un vaisseau sanguin. Très bien. C'est l'arrêt dans un vaisseau trop petit pour lui. C'est l'arrêt dans un vaisseau trop petit pour lui livrer passage d'un corps étranger. Un corps étranger à ce vaisseau. Un corps étranger. Oui? Très bien, il sera bloqué. Qui chemine dans le courant circulatoire. J'ai un composant solide qui peut avoir plusieurs origines. J'ai un composant qui peut avoir plusieurs origines, qui est considéré comme un corps étranger par rapport à ce vaisseau et qui va bloquer le vaisseau. Pourquoi? Parce qu'il a un diamètre plus important que le diamètre du vaisseau. C'est ça une embolie. L'embolie est le syndrome au cours de laquelle j'ai une oblitération d'un vaisseau par un corps étranger dont la taille est plus importante que le diamètre du vaisseau. L'embolie est un syndrome au cours de laquelle il y a une obstruction d'un vaisseau, au cours duquel il y a une obstruction d'un vaisseau par un organisme, par un corps étranger qui est plus gros, ou dont la taille est plus importante que le diamètre du vaisseau. Très bien. Ce corps étranger, je l'appelle embole. On a vu maintenant la thrombose. La thrombose donne naissance à un thrombus. Parmi les évolutions de la thrombose, le thrombus peut migrer. Quand le thrombus migre, il peut devenir embole. Attention. Tout thrombus migrant peut constituer un embole. Tout thrombus ayant migré peut constituer un embole. Mais tout embole n'est pas nécessairement un thrombus. Tout thrombus est un embole, mais tout embole n'est pas un thrombus. Tout thrombus peut constituer un embole, mais tout embole n'est pas un thrombus. L'embole peut être de n'importe quelle nature. Ça peut être de la graisse, ça peut être de l'air, ça peut être des bactéries, ça peut être des cellules cancéreuses, ça peut être un thrombus, ça peut être un organisme extérieur, un corps étranger comme à l'organisme. Ça peut constituer un thrombus. Donc il faut faire très attention. Je peux avoir du gaz. À l'intérieur du vaisseau. On va parler de l'embolie gazeuse. Quand on arrive à l'embolie gazeuse, on va parler de certains détails. Très bien. Donc c'est un corps étranger. Ce corps étranger va se retrouver à l'intérieur du vaisseau. À un certain niveau, c'est quoi le problème c'est quoi la physiopathologie ou le principal phénomène qui est responsable de l'embole? C'est que mes vaisseaux ont un diamètre décroissant. C'est que les vaisseaux sanguins évoluent dans leur diamètre. Le vaisseau, il est gros, puis il diminue son diamètre. Il donne aussi des ramifications. Et les ramifications sont de diamètre plus petit. Le fait qu'il y ait un diamètre changeant des vaisseaux, c'est le fait qu'il y ait un diamètre changeant des vaisseaux qui permet à ces corps étrangers de circuler dans un endroit et de ne pas circuler dans un autre. Ça aurait été beaucoup plus simple pour l'organisme s'il avait des vaisseaux de même calibre, uniforme, excellent. Si j'avais des vaisseaux uniformes, je n'aurais pas ce risque d'embolie. D'accord? Il ne pourra pas se créer, il ne pourra jamais se mouvoir à partir de l'endroit où il a été introduit ou où il a été créé. Mais le problème dans mes vaisseaux, c'est que mes vaisseaux ont des diamètres qui rétrécissent. Mes vaisseaux rétrécissent. Et c'est le rétrécissement de mes vaisseaux qui permettent à cet embole, une fois créé, de migrer jusqu'à arriver à un endroit où ils ne pourront plus bouger. Très bien, on reprend. Donc, je vous avais dit que c'était la rétrécissement de ces diamètres, de ces diamètres qui permettait à l'embole d'être créé, puis de migrer, et une fois qu'il a migré, d'être obstrué ou arrêté dans un compartiment où le diamètre est petit. Très bien. L'adjectif qui qualifie l'embolie indique le point d'arrêt de l'embole ou la nature de l'embole. كيف هنايا هاد l'adjectif هاد la phrase compliquée اللي ما عجبتنيش, elle veut vous dire que j'ai plusieurs types de classification.
j'ai plusieurs types de classification. On a compris ce que c'est qu'un embole. Un embole, une embolie, c'est un syndrome, c'est un phénomène au cours duquel j'ai une obstruction de vaisseau. J'ai une obstruction de vaisseau par quoi? Par un corps étranger. Ce corps étranger, il vient d'où? Ce corps étranger, il a été créé dans un endroit de l'organisme où les vaisseaux ont un grand diamètre. Il va commencer à migrer jusqu'à arriver à un endroit où les vaisseaux sont diamètre très petit qui ne lui permettent pas de bouger, qui ne lui permettent pas de bouger, et puisque ça ne lui permet pas de bouger, il va rester in situ et bloquer ce vaisseau. Très bien, bloquer ce vaisseau. Maintenant, je peux classer mes embolies, je peux classer mes embolies. J'ai deux types de classification. Une classification de l'embolie selon le type, selon la nature de l'embole. Une classification de l'embolie selon la nature de l'embole. Une classification de l'embolie selon la nature de l'embole. Une classification de l'embolie selon la nature de l'embole. Deuxième classification, c'est la classification de l'embolie selon l'endroit du vaisseau obstrué. Je reprends, j'ai deux principales classifications de l'embolie. Une embolie selon le type d'embole et une embolie selon la localisation du vaisseau qui a été bloqué. J'ai combien de classifications? Deux. La première, c'est la classification selon le type ou la nature de l'embole. Il y a plusieurs types d'emboles selon leur nature. Je peux avoir des emboles thrombotiques. Je peux avoir des emboles graisseuses. Des embolies graisseuses, ou des emboles graisseux. Je peux avoir des emboles gazeux. Je peux avoir des emboles infectieux. Je peux avoir des emboles tumoraux. D'accord? Donc tout ça, c'est des natures de composants étrangers. Une cellule cancéreuse peut commencer à se multiplier. Et puisqu'elle perd tout contrôle toute régulation de sa multiplication, elle perd toute inhibition de contact. Elle va commencer à se multiplier, elle va créer des néovaisseaux. Vous avez vu dans la tumeur que les néovaisseaux, c'est quoi le but, c'est quoi le rôle des néovaisseaux au cours d'une cancérisation? Le but des néovaisseaux est d'apporter des nutriments à cette tumeur qui est en train de s'agrandir et d'augmenter ses besoins physiologiques. Ces néovaisseaux vont aussi servir à transporter ce qu'on appelle les métastases. Puisque cette tumeur va commencer à détacher des cellules filles, et ces cellules filles pourront migrer. Et puisque ces cellules filles pourront migrer, elles peuvent aller dans des petits vaisseaux et les bloquer. On appelle cela l'embolie tumorale. D'accord? L'embolie graisseuse, c'est quoi? C'est le fait d'avoir du gras, du tissu adipeux qui va sortir à l'intérieur des tissus pour aller dans les vaisseaux, et il va migrer dans les vaisseaux. Et puisqu'il migre dans les vaisseaux, il peut arriver à un endroit où le diamètre des vaisseaux est petit, il va les bloquer. Attention, il faut faire la différence entre l'embolie de l'athérosclérose, d'accord, qu'on va voir plus tard, et l'embolie graisseuse. L'embolie graisseuse, c'est un type très spécifique d'embole, d'accord? C'est du tissu adipeux pur. Meningi? Non, c'est pas ça. منين يجي له l'embole, يجي من des brèches où il y a un contact entre de la graisse. يقدر يجيني من l'obésité كما كتقولي بصح c'est pas un facteur. كيما انت عندك la graisse, l'obèse عنده la graisse. Si on parle de ce concept, même si on نفتح لك la peau تاعك نلقى un tissu adipeux qui est en contact avec des vaisseaux sanguins. C'est surtout les fractures des os longs. Où il y a un contact entre la médullaire très riche en graisse et des vaisseaux sanguins qui se sont détruits. Et il y aura une migration de cette graisse. Et cette graisse va se solidifier avant d'aller dans les vaisseaux. Et qu'est-ce qui augmente le risque d'embolie graisseuse? C'est les fractures ouvertes. C'est quoi une fracture ouverte? C'est une fracture où il y a un contact à un certain niveau. Il y a une classification de Cauchois et du parc ou c'est pas notre sujet. L'essentiel, il peut y avoir un contact entre l'os, ou l'air, d'accord? مسكين واحد طاحت عليه une bonne masse, d'accord? Elle a détruit la peau, قطعت له la peau تاعو وزادت خرجت له l'os. Donc l'os تشوفوه بعينيكم، تشوفوا l'os خرج.
le contact entre l'os et l'air va favoriser la solidification de la graisse. La graisse était cachée, la graisse n'était pas en contact de l'air. Lorsque la graisse touche l'air, il y aura une solidification de la graisse, et il y aura des petits corps graisseux. Les corps graisseux peuvent aller dans les vaisseaux, ils peuvent créer des emboli. Donc on a parlé de l'embole cryorique ou la thrombotique, de l'embole graisseuse, de l'embolie tumorale, de l'embolie gazeuse. Je peux avoir une introduction de gaz dans les vaisseaux. Les gaz dans les vaisseaux, ça vient d'où? Oui, ça c'est les mauvais médecins et les mauvais infirmiers, d'accord? Quand on ne s'entraîne pas, on peut réaliser une perfusion sans la purger. Donc il faut faire attention. Quand vous faites des perfusions, il faut les purger. D'accord? L'air de la tubulure. Il faut vider l'air de la tubulure, puis réaliser la perfusion. Ce n'est pas la cause principale. Très bien. La principale cause, c'est le changement de pression. Il faut savoir que lorsque je suis dans un milieu, il faut savoir que les gaz ont un degré de solubilité. Je connais la fiche gazeuse qui a au moins une fois bu de la limonade. Bon, c'est pas la question à poser. La question à poser, qui n'a jamais bu de limonade Qui pas quand même tout gazeuse. Qu'est-ce que fait les gaz? Est-ce que vous les voyez? On ne voit pas les gaz, c'est bon, d'accord. هذوك القطي الحمراء هذوك القطي الصغار في الكوكا انا طبيب هذوك القطي ما يبانوش اوروبو كي تكون في الريفريجيراتور كي تجيب ديال تخلطي فيه يبان الفقاعات اللي كتحكي عليهم ولكن تسرب بها في لو فير سينون سا ناباري با pourquoi parce que c'est du gaz dissous. Est-ce que vous êtes allé dans une usine de limonade? Ça c'est une question à poser. Comment peut-on gazifier le soda ou la limonade? Déjà, il faut faire la différence. Entre l'eau minérale. Déjà, les eaux minérales, il y a plusieurs eaux minérales. Il y a l'eau minérale gazeuse qui m'a moussaillé. Bon, on est en train d'enregistrer, normalement, je ne cite pas les marques. Qui m'a moussaillé, qui m'a effet. Il y a de l'eau gazeuse, qui est même un tsaïda. Il y a de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse, ça peut être de l'eau gazeuse naturelle et ça peut être de l'eau gazifiée. L'eau gazifiée, c'est quoi? Je prends de l'eau minérale qui n'est pas gazeuse et je lui injecte du CO2. Ou l'eau gazeuse naturelle, c'est de l'eau qui est retrouvée dans la nature sous forme gazeuse. Qui m'a moussaïa, elle est gazeuse, elle est gazifiée. Je ne sais pas sur si c'est Saïda qui est comme ça, mais il y a des eaux minérales qui sont gazifiées. Ou qu'il y a des eaux minérales qui sont naturellement gazeuses. Très bien. C'est juste pour vous dire que les gaz peuvent se retrouver à l'état dissous. Quand est-ce que le gaz est dissous dans le liquide? C'est lorsque la pression est haute. Donc quand j'augmente la pression, il va y avoir une dissolution des gaz. Certaines personnes, par exemple les mauvais plongeurs au début, quand ils vont dans des pressions très élevées, quand ils plongent, ils baissent, ils vont en profondeur, il y aura une dissolution d'une quantité importante de gaz. Ce n'est pas du CO2, ce n'est pas de l'eau. C'est du nitrogène, c'est du gaz d'azote, c'est de l'azote. Il y aura une liquéfaction de l'azote, il y aura une augmentation de l'azote liquide dans le sang. Quand ils montent, ils ne montent pas progressivement. Ils font l'erreur de monter brutalement. La montée brutale va changer brutalement la pression et le changement de la pression va réaliser la gasification du gaz où il ne devient plus liquide, il devient gazeux. Il ne devient plus dissous, il devient de l'air. Donc il y aura apparition de bulles d'air dans le sang. Ces bulles d'air peuvent migrer dans les vaisseaux et être bloquées dans les petits vaisseaux et donner une embolie gazeuse. Un petit exemple quand vous faites ça. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de changer la pression à l'intérieur de votre espace synovial. D'accord, à l'intérieur de nos espaces synoviaux, il y a du gaz, d'accord, du CO2 qui est dissous. Avec le changement de pression, comme il y aura une chute de la pression, puis un relâchement, il y aura une élévation de la pression va créer une bulle d'air qui va s'éclater.
Vous avez jamais posé la question chez le prosbaté? Non. C'est parce qu'il y a un changement de pression qui fait un éclatement d'air. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux le fait de craquer ses doigts? Non. Qui vous prouve? Si, qui vous prouve? Il n'y a eu aucune étude sérieuse, à part une seule étude dans la littérature. On ne peut pas prouver scientifiquement que c'est dangereux. Il y a juste un seul médecin au monde. Il y a un seul médecin. Oui, bonjour. Il y a eu un seul médecin. D'accord. Personne n'a une phobie. Oui, voilà. Il y a que le placenta, ils sont pleins de facteurs de croissance. Oh, alors, ferme la porte. Minouche, aïe. On continue, s'il vous plaît. Donc, il y aura une augmentation, il y aura un changement de pression, ce qui fera un éclatement. Je vous ai dit qu'il y a une seule étude sérieuse, une seule étude qui n'est pas bof. Elle a été réalisée par un médecin. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 30 ans? Il a craqué les doigts d'une main et il a laissé les doigts de l'autre main. D'accord? 30 ans, chaque jour, il prend sa main ou l'autre main, et il a réalisé au bout de ces 30 ans qu'il n'y a eu aucun déficit de cette main par rapport à l'autre main. Et il en a conclu que ce n'est pas très dangereux. C'est la seule étude sérieuse. Donc pour avoir la patience d'étudier pendant 30 ans chaque jour, d'accord, de faire craquer les doigts d'une main et ne pas le faire avec l'autre, c'est très courageux. On continue, donc on a des embolies tumorales, des embolies graisseuses, des embolies infectieuses. Les embolies infectieuses, c'est comme on a vu lors du thrombus. Lorsque le thrombus est infecté, lorsqu'il y a un thrombus qui est infecté, il pourra créer des sepsis. On observe cela surtout dans les endocardites infectieuses. Au cours d'une endocardite infectieuse, j'ai les valves cardiaques qui sont infectées. Les valves cardiaques qui vont constituer un foyer bactérien et ils vont prendre le nom de végétation. Vous connaissez les végétations de l'endocardite? Il y aura la formation de végétation. Donc ces végétations, c'est quoi? Au cours d'une endocardite, il y a une infection des valves cardiaques. Les valves cardiaques vont constituer le foyer de bactéries. Les bactéries vont se déposer. La principale bactérie, on a plusieurs bactéries qui peuvent réaliser une endocardite infectieuse. Parmi eux, le Staphylococcus aureus et le streptocoque. Mais quel streptocoque? Chlogène et le streptocoque alpha-hémolytique. Le streptocoque alpha-hémolytique. D'accord? Très bien, alpha-hémolytique. Le fameux pneumocoque. Très bien. Donc, vous avez vu que je peux avoir des endocardites à distance qui sont causées par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Ou bien les streptocoques qui vont réaliser directement une infection in situ, ce sont les pneumocoques ou les streptocoques alpha-hémolytiques. Le streptocoque alpha-hémolytique, où est le pneumocoque? On est d'accord? Le streptocoque alpha-hémolytique, où est le pneumocoque? Très bien. Donc, j'ai des bactéries qui peuvent se déposer sur les valves cardiaques et constituer des végétations. Ces végétations, pourquoi on les appelle végétations? Parce que quand je fais une échographie cardiaque, je les remarque comme des végétations, comme des excroissances. Très bien. Ces bactéries qui sont situées au niveau des cavités cardiaques, ils peuvent migrer. À un certain moment, il y a un détachement de ces végétations qui peuvent migrer dans l'organisme. C'est des emboles infectieuses. C'est un facteur de risque de septicémie, puisque c'est des bactéries qui sont en train de se disséminer dans la vascularisation, mais c'est aussi un facteur de risque d'embole, puisqu'ils vont migrer dans la circulation et ils peuvent rencontrer des vaisseaux qui sont plus petits que leur diamètre. Très bien, donc je peux avoir une embolie graisseuse, je peux avoir une embolie gazeuse, je peux avoir une embolie tumorale, je peux avoir une embolie athéromateuse, je peux avoir une embolie enfin infectieuse. Très bien, très bien. On peut aussi classer les différentes embolies selon l'endroit où elles vont bloquer le vaisseau, comme l'embolie pulmonaire, arrêt de l'embole dans une artère pulmonaire ou une de ses branches. Embolie cérébrale, arrêt de l'embole dans une artère ou un capillaire cérébral. L'embolie cryorique, embole constituée par un fragment de thrombus. Il y a deux classifications. Ces deux premières classifications sont des classifications selon l'endroit, alors que cette dernière c'est selon la classification de la nature du thrombus. D'accord? Donc, voilà. On continue. Territoire des thromboses. Je peux avoir des thromboses artérielles, des thromboses intracardiaques et des thromboses veineuses.
Thrombose, pourquoi il nous parle de thrombose? La thrombose artérielle, le siège, elle est ubiquitaire, mais fréquence de localisation coronaire. Il est en train de nous parler des sièges, des embolies, ubiquitaires, mais fréquence dans localisation coronaire, cérébrale et des membres inférieurs. Cause essentiellement due à des lésions de la paroi artérielle, athérosclérose, artériopathie. Attention, non. Il est en train de nous parler du thrombus. C'est une erreur. D'accord? On en a parlé. Le siège de la thrombose. Je vous avais dit que je pouvais avoir une thrombose intrapariétale, une thrombose artérielle, une thrombose veineuse, selon le siège de la constitution. Mais je croyais qu'il allait parler de la relation entre la thrombose et l'embolie. On va voir cette relation. Très bien, très bien. Oui, justement. Il va en parler quand même. On va lire, vous allez voir. Très bien. Donc, cause essentiellement due à des lésions de la paroi artérielle, athérosclérose, artériopathie inflammatoire. Conséquence, ischémie pouvant entraîner, suivant la localisation, un infarctus ou une gangrène. On est en train de parler de la thrombose. On est en train de parler du thrombus qu'on a vu tout à l'heure, qui est en train de bloquer le vaisseau. Il peut réaliser une ischémie de ce vaisseau. On va voir plus tard l'ischémie. L'ischémie, c'est une souffrance. C'est une diminution des apports, des nutriments au niveau d'un tissu. Elle peut être causée par un thrombus, puisque le thrombus diminue le calibre. Il diminue le calibre du vaisseau. La thrombose intracardiaque, c'est un thrombus mural au contact d'un infarctus du myocarde. Pourquoi? Parce que l'infarctus du myocarde, c'est une mort d'une partie du tissu myocardique, ce qui va comprimer ou ce qui va détruire l'architecture cardiaque, ce qui va permettre de mettre en contact le sang cardiaque avec le tissu conjonctif. Donc il y aura une coagulation du sang à l'intérieur du cœur. Thrombose de l'oreillette gauche dans le rétrécissement mitral, thrombose valvulaire des endocardites. Allez, dans le rétrécissement mitral, on vous dit, on reviendra, c'est un défaut d'organisation, on vous dit que dans le rétrécissement mitral, je peux avoir une thrombose. C'est quoi le rétrécissement mitral? Supposons que j'ai un joli cœur. D'accord? Ça c'est un cœur. Et dans ce cœur, j'ai des oreillettes et des ventricules. D'accord? Ça, c'est l'oreillette droite. Ça, c'est le ventricule. Ça, c'est le ventricule droit. D'accord? Ça, c'est le ventricule gauche. Et ça, c'est l'oreillette gauche. Ça, on appelle ça comment? Ça, c'est la valvule mitrale. D'accord? Supposons que j'ai un rétrécissement mitral. C'est-à-dire que cette valvule, cette communication entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, elle est rétrécie, elle est diminuée. Et le sang va essayer de passer. Le sang est censé passer des poumons vers les veines pulmonaires, vers les veines pulmonaires, et des veines pulmonaires, il va aller vers l'oreillette gauche, et de l'oreillette gauche, il va aller vers le ventricule gauche, pour qu'enfin il puisse aller du ventricule gauche vers l'aorte, et de l'aorte vers la circulation générale. C'est cette partie-là qui m'intéresse. C'est le passage du sang. De l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. C'est le passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Quand le sang passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche, il passe à travers un orifice qui s'appelle l'orifice mitral. On est d'accord? Supposons qu'il y a un rétrécissement de cet orifice mitral. Quand le sang essaye de passer, il va buter contre le rétrécissement. Il va buter contre la paroi de ce rétrécissement mitral. Donc au lieu d'avoir un flux laminaire, il y aura un flux turbulent où le sang va revenir en arrière. Au lieu de passer directement, il va buter et retourner en arrière. Et donc je vais avoir un flux turbulent. Je vais avoir une turbulence qui va mélanger le sang avec lui-même. Et ce mélange du sang va faire rencontrer les éléments figurés du sang pour qu'il y ait une constitution d'un thrombus. Donc il faut savoir que le rétrécissement mitral et les troubles du rythme, comme la tachycardie atriale, comme la fibrillation auriculaire, d'accord, c'est des facteurs favorisants du risque thrombogène. Le traitement d'une arythmie, on donne toujours des anticoagulants. Pour protéger contre le risque thrombogène. Le rétrécissement des orifices cardiaques et les troubles du rythme constituent un facteur de risque thrombogène.
C'est ce dont je voulais vous parler. On continue maintenant avec les emboles. On revient aux emboles. On avait dit que l'embolie est un syndrome au cours duquel j'avais un blocage d'un vaisseau. Ce blocage était dû à l'introduction d'un corps étranger à l'intérieur de ce vaisseau. Quelle est la caractéristique de ce corps étranger? C'est qu'il a un diamètre plus important que le diamètre dans le vaisseau. Mninja, il est venu à partir d'un vaisseau qui a un diamètre plus important. Quelle est sa nature? Il peut être graisseux, il peut être gazeux, il peut être infectieux, il peut être tumoral, il peut être chlorique ou thrombogène ou thrombotique. D'accord? Où il peut se localiser? Il peut se localiser dans toutes les artères, dans toutes les veines de petit calibre, de petit calibre, de petit calibre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, très bien. On continue. On continue avec notre embolie. La coagulation intravasculaire disséminée. La coagulation intravasculaire disséminée, c'est aussi un facteur de constitution d'embole. C'est aussi un facteur de constitution d'embole, mais ces emboles, ils vont être des emboles thrombotiques. Ils vont être des emboles thrombotiques. Ils vont être des emboles thrombotiques. C'est quoi la coagulation intravasculaire disséminée? C'est quoi la coagulation intravasculaire disséminée? La coagulation intravasculaire disséminée est un trouble de l'hémostase. La coagulation intravasculaire disséminée est un trouble de l'hémostase. Ne lisez pas. Qu'est-ce que c'est là? La coagulation intravasculaire disséminée est un trouble de l'hémostase. La coagulation intravasculaire disséminée, regardez ce monsieur qui sourit. Allez. Donc la coagulation intravasculaire disséminée est un trouble de l'hémostase. Qu'est-ce qui se passe au cours d'une coagulation intravasculaire disséminée? J'ai un organisme, une femme qui a accouché, ou un monsieur qui a subi une chirurgie. Au cours de l'accouchement, au cours de la chirurgie, je vais détruire beaucoup de vaisseaux. Je vais opérer un monsieur pour une cholécystite. Je vais lui réaliser une cholécystictomie. Une cholécystictomie à l'ancienne, pas en cystoscopie. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre son hypocondre droit et je vais ouvrir. D'accord? Et je vais enlever sa vésicule. Très bien. Donc j'ai détruit beaucoup de vaisseaux. Je vais toucher le foie où il va saigner. L'essentiel, il y aura une destruction importante au cours des vaisseaux. Au cours de l'accouchement maternel, au cours de l'accouchement maternel, il y aura une destruction des vaisseaux vaginaux, un contact étroit et dur entre les parois des voies d'accouchement et les différents diamètres fœtaux. Il y aura surtout et aussi la fameuse hémostase utérine où il y aura une délivrance. La délivrance va faire en sorte qu'il y ait une extériorisation du placenta et le placenta va s'extérioriser. Et en s'extériorisant, il va laisser des vaisseaux utérins. Ce sont des vaisseaux béants, ce sont des vaisseaux ouverts où il y aura une contraction utérine qui s'appelle la contraction d'hémostase. La contraction d'hémostase qui est favorisée par des pics d'ocytocine, parce que vous savez très bien que l'ocytocine, comme vous avez vu en deuxième année, l'ocytocine stimule les contractions utérines. C'est pour cela qu'on donne de la syntocine. On a une personne qui ne veut pas commencer ses contractions. Si elle ne veut pas, ou il n'y a pas de contraction, je lui donne de la synto, de l'ocytocine synthétique pour qu'elle augmente ses contractions. Et vous avez vu aussi en biochimie que la mise au sein de l'enfant, du nouveau-né, elle favorise l'éjection lactée. Et l'éjection lactée est aussi dépendante de l'ocytocine. C'est pour cela qu'il faut donner le sein à l'enfant dès la première heure en post-accouchement. Parce que quand je donne le sein à l'enfant juste après l'accouchement, il va commencer à téter. Quand il va commencer à téter et à sucer le sein de sa maman, il y aura une stimulation de la sécrétion d'ocytocine. Cette ocytocine va réaliser des pics d'ocytocine. Les pics d'ocytocine vont stimuler la contraction utérine. La contraction utérine va fermer les vaisseaux et elle va me faire éviter les hémorragies post-accouchement. Elle va me faire éviter les hémorragies post-accouchement. Parmi les bienfaits de l'allaitement précoce, c'est l'éviction des hémorragies utérines. Donc, il y a beaucoup d'hémorragies après un accouchement. L'organisme va essayer de réparer ces différents dégâts. J'ai des petits vaisseaux qui sont un peu partout dans mon organisme qui se sont lésés. Je vais essayer de les réparer. Comment je peux les réparer? Je vais les réparer en stimulant l'hémostase. Donc, je vais recruter des plaquettes. Je vais recruter des facteurs de coagulation. Je vais recruter tous les facteurs pro-agrégants et pro-coagulants pour qu'ils puissent
puisse aller dans ces petits vaisseaux pour les fermer. On est d'accord? Pour les fermer. Pour les fermer. Il y a tellement de vaisseaux qui se sont fermés, qui se sont ouverts et que je dois fermer, que je vais consommer tous les facteurs de coagulation. Je vais consommer tous les facteurs d'agrégation. Toutes les plaquettes, ou une grande partie des plaquettes, va aller fermer les vaisseaux. Une grande partie des plaquettes va aller fermer les vaisseaux. Et puisque ces plaquettes sont allées fermer les vaisseaux, elles vont laisser la vascularisation vide. La vascularisation sans plaquettes. La vascularisation va devenir sans plaquettes. La vascularisation va devenir sans facteur de coagulation. Parce que tous ces facteurs de coagulation sont occupés. Ils sont partis fermer les vaisseaux sanguins. Et j'aurai une prédisposition à l'hémorragie. La coagulation intravasculaire disséminée. Au cours de la coagulation intravasculaire, il y a beaucoup de coagulation. Il y a une coagulation excessive. Mais cette coagulation excessive, elle se fait en petits morceaux dans les petits vaisseaux. D'accord? Mais, en étant petite mais généralisée, elle va consommer tous les facteurs d'agrégation et tous les facteurs de coagulation. Et puisqu'elle est en train de les consommer, je n'aurai plus de facteurs de coagulation disponibles. Et je vais avoir un risque hémorragique très élevé. Je vais avoir un risque hémorragique très élevé et on appelle cela une hémorragie de consommation. Une hémorragie de consommation. Pourquoi? Parce que j'ai consommé tous les facteurs de coagulation. Est-ce que vous vous souvenez des déficits du complément? Le complément, vous avez vu le complément. Si vous avez bien fait le complément, on vous a dit que je peux avoir des déficits du complément par des inflammations chroniques. Une inflammation chronique peut me causer un déficit du complément. On l'appelle déficit par consommation parce que je suis en train d'utiliser le complément. J'utilise tellement le complément que sa quantité dans le sang diminue. Il n'est plus disponible. خرج téléphone, le téléphone هذا راهو à la mode. كيما نهار خرج دي 500 تاع Samsung, d'accord, il était tellement vogue, il se vendait tellement que un magasin il y a eu une rupture de stock. Je ne retrouve plus le téléphone. Pourquoi? Parce que tout le monde en a acheté un. Le complément, je ne retrouve plus le complément. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de bactéries qui les ont consommées. La coagulation intravasculaire disséminée, je ne retrouve plus de plaquettes, je ne retrouve plus de facteurs de coagulation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de saignements que tous ces facteurs de coagulation ont été utilisés. Et donc je ne vais plus pouvoir protéger mon organisme contre les hémorragies. C'est comme les soldats Sahaba, رضي الله عنهم في غزوة أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قعدوا فوق الجبل, ne quittez pas la montagne. Ils ont quitté la montagne et puisqu'ils ont quitté la montagne, l'armée ne pouvait plus se protéger par ses archers. L'armée ne pouvait plus être protégée par ses archers et les musulmans ont perdu la bataille, ont perdu la guerre. Les musulmans ont perdu la guerre. D'accord? Donc, cette coagulation intravasculaire disséminée, c'est une hémorragie. Elle s'appelle coagulation. Mais le risque, c'est un risque hémorragique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de coagulations à petit terme. D'accord? C'est des coagulations petites, mais qui sont disséminées. On l'appelle coagulation intravasculaire disséminée. Pourquoi disséminée? Parce que j'ai eu une rupture de beaucoup de vaisseaux. J'ai recruté beaucoup de facteurs de coagulation et d'agrégation plaquettaire. Ces facteurs sont allés un peu partout pour essayer de combler les brèches ou les facteurs de coagulation dans le sang et je suis devenu avec un risque hémorragique très élevé. Les petits thrombus qui se sont formés un peu partout, ils peuvent eux-mêmes constituer des emboles. Donc ils peuvent migrer, se regrouper et aller dans des vaisseaux de petit calibre pour les bloquer. Donc la coagulation intravasculaire disséminée, elle possède un risque double, ou elle représente un double risque. Le premier risque, c'est le risque hémorragique parce qu'il y a eu consommation des facteurs de coagulation et des facteurs d'hémostase primaire, c'est-à-dire d'agrégation plaquettaire, mais aussi il y a un risque
embolique très important. Il y a un risque d'embolie puisque j'ai créé des petits caillots. Est-ce que c'est clair pour la CIVD? La CIVD va donner deux risques. Un risque embolique et un risque hémorragique. Un risque embolique et un risque hémorragique. Voilà, merci monsieur. Comme ça, on reprend. On a terminé, on ne va même pas lire. La coagulation intravasculaire disséminée. Vous l'avez comprise? Très bien. On continue avec nos embolies. Selon la nature de l'embole, on a cité, répété la nature de l'embole. On nous cite la nature cryorique de l'embole. D'accord? Dans la grande majorité des cas, l'embole est constituée par un fragment du thrombus qui a maigri dans le torrent, dans la circulation vasculaire. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'embolie est une complication fréquente de la thrombose. L'embolie est une complication fréquente de la thrombose. Très bien. Embolie gazeuse, on en a parlé. Le changement de pression, la constitution de bulles d'air. Vous en souvenez, ce n'est pas la peine de refaire. Voilà la souris. Très bien. L'embolie graisseuse, on en a parlé. Ce n'est pas la peine de la revoir. Vous lisez Bark. L'embolie athéromateuse, on en a parlé, c'est un peu cocasse, constituée par des fragments de plaques d'athérome ou de bouillie athéromateuse. Et enfin, l'embolie néoplasique, constituée par des cellules tumorales, elle réalise le mécanisme essentiel de la dissémination du cancer. C'est cette embolie qui va me créer des métastases. Elle peut aller bloquer des vaisseaux, comme elle peut aller dans des tissus pour former des métastases, d'accord, pour qu'elle se multiplie encore dans des tissus périphériques, Très bien. Maintenant, selon le trajet de l'embole, on va voir la classification. On va s'arrêter un peu dans l'embolie athéromateuse. On ne peut pas voir son Altesse l'athérosclérose sans s'y arrêter. L'athérosclérose, c'est une maladie vasculaire des vaisseaux de grand et de moyen calibre. Vous avez vu l'athérosclérose en premier trimestre. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez de la physiopathologie de l'athérosclérose? Il faut maîtriser la physiopathologie de l'athérosclérose. L'athérosclérose, et son résultat, c'est quoi? C'est la formation d'une plaque que j'appelle plaque athéromateuse au niveau des vaisseaux sanguins. La physiopathologie de l'athérosclérose commence par la physiologie du cholestérol. Il faut savoir que j'ai plusieurs formes de transport du cholestérol. Les lipides sont transportés au niveau du sang sous forme de lipoprotéines. Les kilomicrons, vous en souvenez, les VLDL, les LDL, les HDL. J'ai deux principales formes de transport du cholestérol. Le LDL cholestérol et le HDL cholestérol. Très bien, le HDL cholestérol et le LDL cholestérol. Le HDL cholestérol qu'on appelle bon cholestérol et le LDL cholestérol qu'on appelle mauvais cholestérol. Où je dis et je redis encore, il n'y a ni bon ni mauvais cholestérol. On ne peut pas avoir un plat ou une marque qui contient du bon cholestérol. D'accord? Donc quand vous voyez une pub ou une personne barra, troll comme le bon cholestérol. C'est une folie, d'accord? C'est une folie, ça ne peut pas exister. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الزيت الزيتون ما فيهش كوليسترول جماعة. On est d'accord? Donc il faut éviter de dire ça. الزيت الزيتون c'est de l'huile végétale. Le cholestérol est un lipide animal. On oublie, d'accord? Donc il faut éviter ces petites gaffes. Très bien. Par contre, le cholestérol. Il faut faire très attention pour les amateurs de viande. Très bien. L'athérosclérose. Donc, j'ai des formes de transport du cholestérol. Ce cholestérol qui est une jolie molécule très bénéfique. Qui est même qui parle d'une certaine théorie du complot dont on ne va pas parler sur cet enregistrement. Donc, la physiopathologie de l'athérosclérose commence par la physiologie du cholestérol. Le cholestérol est transporté au niveau des vaisseaux sous forme de lipoprotéines. Les deux principales lipoprotéines
qui transportent le cholestérol sont le LDL et le HDL. Le HDL transporte le cholestérol des tissus vers le foie, alors que le LDL transporte le cholestérol du foie vers les tissus. On appelle HDL bon cholestérol et le LDL mauvais cholestérol. On vous a dit que le HDL est un bon cholestérol parce qu'il favorise le transport du cholestérol vers le foie, donc il va être stocké loin des tissus périphériques, donc loin des vaisseaux, et c'est pour cela qu'on dit que le HDL est un bon cholestérol, alors que le LDL est considéré comme un mauvais cholestérol parce qu'il envoie le cholestérol vers les tissus, donc il va être stocké, il peut être arrêté au niveau des vaisseaux, ce qui est très faux. C'est faux. Le HDL n'est pas un bon cholestérol parce qu'il est envoyé vers le foie, et le LDL n'est pas un mauvais cholestérol parce qu'il est envoyé vers le tissu. Tout est une question de poids moléculaire. Tout est une question de poids moléculaire. Le HDL a un poids moléculaire important. Le LDL, low density lipoprotein, a un poids moléculaire qui est plus faible. Donc le LDL est très difficilement transporté par le sang. Le LDL est très difficilement transporté dans le sang, alors que le HDL est facilement transporté dans le sang. Puisque le HDL peut être transporté dans le sang rapidement, il peut arriver vers sa destination rapidement, il ne peut pas se déposer dans les tissus et dans les vaisseaux. Alors que le LDL, puisque sa densité est faible, je ne peux pas le mobiliser rapidement. Et je raconte toujours l'histoire d'Adja. Une fois, le voisin de Juha s'est montré fort, il est musclé, il a commencé à dire je suis quelqu'un de très fort. Alors Juha, comme il est intelligent, il lui a dit je te propose un défi. On va prendre un mouchoir et on va le tirer. Celui qui éloigne le plus le mouchoir, c'est le plus fort. Son voisin lui a dit d'accord. Son voisin a commencé par jeter le mouchoir et le mouchoir s'est éloigné à une certaine distance, comme ça. D'accord? Il s'est éloigné à cette distance. Juha, comme il est intelligent, il a pris son mouchoir et il a mis à l'intérieur de son mouchoir une pierre. Il a mis à l'intérieur de son mouchoir une pierre et il a jeté le mouchoir qui s'est éloigné beaucoup plus loin. Le mouchoir s'est éloigné beaucoup plus loin et il lui a dit je suis beaucoup plus fort que toi. Juha a mis un mouchoir. En mettant un mouchoir, il a mis une pierre. En mettant une pierre à l'intérieur du mouchoir, il a pu comprimer le mouchoir à l'intérieur de la pierre, augmenter la densité du mouchoir et diminuer le frottement avec l'air. Alors que son voisin avait tiré un mouchoir qui s'était ouvert, il y avait une augmentation des frottements avec l'air qui avait ralenti le mouchoir. Alors le mouchoir de Juha s'était éloigné plus loin. C'est le même principe dans le HDL et le LDL. Le HDL est dense. High density lipoprotein. Donc puisqu'il est dense, quand le flux sanguin bute contre le HDL, il est mobilisé. Donc il arrive à destination. Alors que le LDL est à faible densité, le sang ne peut pas le mobiliser. Puisqu'il ne peut pas le mobiliser, le LDL va rester longtemps dans le sang. Et puisqu'il peut rester longtemps dans le sang, il va traverser les parois des vaisseaux sanguins. Il va se localiser entre l'intima et la média. En se déposant entre l'intima et la média, il va s'oxyder. En étant oxydé, il ne peut plus être transporté par ses transporteurs. Il va être phagocyté. Il va être phagocyté par des macrophages grâce à leurs récepteurs de type scavenger. Très bien. Une fois phagocyté, une fois la phagocytose réalisée, le phagocyte se transforme en cellule spumeuse. Une cellule spumeuse qui va commencer à réaliser un syndrome inflammatoire parce qu'elle ne peut plus revenir vers la vascularisation. Puisqu'elle est devenue grosse, qu'elle est de cholestérol, elle ne peut pas le dégrader, elle ne peut pas revenir vers la vascularisation. Elle va commencer à réaliser un syndrome inflammatoire, elle va envoyer des chimiokines, les chimiokines vont aller vers la média et elle va recruter des cellules musculaires. Les cellules musculaires vont être transformées, elles vont diminuer leur capacité d'adhésivité, ou elles ne vont plus exprimer les molécules d'adhésion, ou elle va augmenter sa capacité phagocytaire. Les cellules musculeuses de la média vont se transformer en cellules phagocytaires, ils vont venir aider la cellule spumeuse à réaliser une phagocytose. Il y aura une formation d'une plaque. Je suis à l'intérieur du vaisseau, le spumocyte est venu, il a migré, il a phagocyté et il est bloqué ici. Il commence à comprimer la paroi c'est la partie interne. C'est la partie interne de la plaque athéromateuse. La plaque athéromateuse va changer la forme du vaisseau sanguin et le changement du vaisseau sanguin va changer le flux qui était laminaire et qui va devenir maintenant turbulent, et il y aura donc la déposition de nouvelles molécules de cholestérol à l'extérieur de la plaque. Et je veux dire que c'est la partie exogène
exogène de la plaque athéromateuse. Je peux dire que c'est la plaque exogène de la partie exogène de la plaque athéromateuse, et j'aurai une jolie plaque athéromateuse. À partir de 20 ans, on commence à avoir des plaques athéromateuses qui sont plus ou moins stables. Ça, c'est une plaque athéromateuse stable. La plaque athéromateuse, elle possède plusieurs évolutions possibles. Malheureusement, la plaque athéromateuse, sous des facteurs physico-chimiques, elle peut se détacher. Elle peut se détacher. La plaque, elle se détache. Quand elle se détache, déjà avant qu'elle ne se détache, elle est ici, elle diminue le diamètre du vaisseau. Donc elle peut réaliser une ischémie. Avant de se détacher, Kamel, elle est responsable d'ischémie. Avant de se détacher, elle est responsable d'ischémie. Quand elle se détache, elle réalise deux phénomènes. Elle-même, la plaque athéromateuse elle-même, c'est un corps étranger. Donc elle peut aller elle-même constituer un embole et bloquer un vaisseau. La plaque athéromateuse elle-même peut constituer un embole. 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 Le problème c'est qui tire la plaque athéromateuse, تجرح le vaisseau. Donc il y aura un des facteurs de la triade de Virchow, CSI, coagulation, stasis and interruption. Il y aura une interruption de l'endothélium. Et il y aura un contact entre le tissu conjonctif et le sang, et il y aura la formation d'un thrombus. La rupture de plaque, on appelle cela une ulcération de la plaque. L'ulcération de la plaque est responsable de l'exposition des tissus sous-vasculaires, et il y aura un contact entre le sang et le tissu conjonctif, ce qui va faire naître une thrombose. Donc la plaque athéromateuse possède trois résultats. Elle est responsable d'une ischémie in situ, puisqu'elle va diminuer le diamètre du vaisseau. Elle peut elle-même se détacher complètement ou partiellement pour constituer à elle-même un embole, et elle peut aussi créer un thrombus qui pourra migrer à lui-même. Donc l'athérosclérose possède un risque embolique important. L'athérosclérose est responsable d'un risque embolique important. L'athérosclérose est responsable quand elle va se rendre. Il y aura un risque embolique important. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. C'est ça l'embolie athéromateuse. On continue. Ça va? Vous arrivez à suivre? On va maintenant classer d'une autre manière le trajet de l'embole. J'ai trois types de trajets. J'ai une embolie régulière, une embolie paradoxale et une embolie rétrograde. نعاودو نجيبو للمسيو تاعنا العاقل هذايا دوكا بدا يتقلق قال لي جعت وقت الفطور ça ressemble à un cochon. Allez, un joli cochon. وش بيه؟ un chat. هذا un chat. C'est un joli cochon. Joli petit cochon. Allez, on continue. Très bien. Donc, on avait dit qu'on va classer l'embolie par son trajet. On nous a cité trois types de trajets. L'embolie régulière, paradoxale et rétrograde. C'est mon régulière ou la directe? On suit le compte à le court à court. Régulière. Je vous fais confiance. Régulière. Donc, l'embolie régulière, l'embolie paradoxale et l'embolie rétrograde. Dans l'embolie régulière, l'embolie va être constituée dans le sens de la vascularisation. C'est-à-dire que j'ai par exemple, quel est l'embolie la plus dangereuse et la plus fréquente que nous connaissons tous? C'est l'embolie? Excellent, c'est l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, elle est constituée suite à quoi? Le plus fréquent? Suite à une thrombose veineuse profonde. Donc lorsqu'il y a une thrombose veineuse, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un thrombus qui est constitué au niveau des veines. Donc, quel est le trajet des veines? Les veines vont monter, d'accord, jusqu'à la veine cave inférieure. De la veine cave inférieure, elles vont aller vers le ventricule droit. Puis du ventricule droit, elles vont aller vers les artères pulmonaires. Donc, elle va comprimer une artère pulmonaire. Et la compression de l'artère pulmonaire va être responsable de l'embolie pulmonaire.
va être responsable de l'embolie pulmonaire. Donc, elle a suivi le sens du sang. On l'appelle embolie régulière. D'accord? Je peux avoir une embolie paradoxale. C'est quoi l'embolie paradoxale? L'embolie paradoxale est une embolie dont l'embole s'est créée dans un secteur et où l'oblitération est retrouvée au niveau d'un autre secteur. Par exemple, je retrouve un embole qui est dans l'échographie, je prouve que l'embole, ou là j'ai des signes cliniques, parce que vous avez vu physiopathe, attention, vous avez vu en sémiologie et en physiopathe les signes cliniques d'une thrombose veineuse profonde. On a mis oui, l'œdème, la chaleur, signe de Homans. Oui, il ne faut pas oublier. Très bien. Il y a une congestion. D'accord? Il y a une congestion, donc il y a une rougeur, une chaleur, un signe de Homans positif et une douleur. Très bien. C'est quoi le signe de Homans? Non? Une diminution du bas, oui, très bien. C'est une douleur à la dorsiflexion. Ici, lorsqu'on regarde, douleur à la dorsiflexion du cul. D'accord? Très bien. Il faut garder nos cours en tête, parce que ça sert à ça. Très bien. Donc, supposons que j'ai un thrombus. Une activation des cellules une activation de la rhodopsine. Bon, c'est pas important. S'il vous plaît, on se concentre. Et j'ai une constitution du thrombus au niveau des veines, mais l'embolie, je la retrouve au niveau d'une artère. Je l'appelle embolie paradoxale. Oui, il y a eu constitution du thrombus au niveau d'une veine, alors que les signes cliniques sont apparus dans une artère. J'ai eu une constitution du thrombus au niveau d'une veine, alors que j'ai eu la constitution de mon embolie au niveau de l'oblitération au niveau d'une artère. Elle est due à quoi? Non. Du CIVD. Très bien. Une communication, bravo. Il y a une communication entre les différents compartiments, comme une communication interventriculaire ou une communication interatriale. Il y a une persistance du trou interatrial. D'accord? Lorsqu'il y a une communication entre les deux circulations, soit des shunts artério-veineux, soit une communication au niveau de la cavité cardiaque, une communication interatriale, une persistance du canal artériel, une communication interventriculaire. Bon, persistance du canal artériel, ça ne vit pas aussi longtemps. D'accord? Communication interventriculaire et communication interatriale. D'accord? Très bien. Quelle est la caractéristique du souffle lors d'une communication interventriculaire? C'est un souffle en excellent, en rayon de roue. Très bien. Voilà. Regardez. Très bien. Allez, on se concentre, on ne se perd pas. On a parlé de l'embolie régulière. L'embolie régulière est constituée au niveau l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, je vous ai dit qu'on est en train de classer les embolies par le trajet, pas par le secteur, par le trajet. J'ai parlé d'une embolie régulière, d'une embolie paradoxale, et on va parler de l'embolie rétrograde. Quand je parle du trajet, maintenant je parle du sens. On va considérer l'embolie pulmonaire comme une embolie paradoxale parce que le thrombus est apparu dans une veine, qui est une veine du membre inférieur, alors que l'oblitération était réalisée dans une artère, qui est l'artère pulmonaire. Et là, je vous dis non. Je vous dis que c'est une embolie régulière. Pourquoi? Parce que l'embole a migré dans le trajet du sang. Il y a eu constitution au niveau de la veine, puis il a eu migration. Il est parti dans la veine cave inférieure, puis dans le ventricule droit, puis dans l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire ici contient un sang veineux. L'artère pulmonaire ici contient du sang veineux. Elle est venue du cœur. Donc elle a suivi le même sens. Donc c'est une embolie régulière.
L'embolie paradoxale, c'est quoi? C'est lorsque j'ai une thrombose au niveau d'un membre inférieur, la thrombose migre, le thrombus commence à migrer, il arrive au ventricule droit, puis une fois arrivé au ventricule droit, du ventricule droit, il va passer rapidement vers le ventricule gauche, parce qu'il y a une communication entre les deux. Puis du ventricule gauche, il va aller dans l'aorte, puis de l'aorte, il va aller dans l'artère brachiale, et au niveau de l'artère brachiale, il va la comprimer. Donc elle apparaît au niveau du sang artériel, mais elle est née au niveau du système veineux. Je l'appelle embolie paradoxale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous êtes sûr? L'embolie rétrograde, c'est quoi? On a terminé avec l'embolie régulière, l'embolie paradoxale. On va voir maintenant l'embolie rétrograde. Au cours d'une embolie rétrograde, l'embole va suivre le chemin inverse. L'embole va suivre le chemin inverse du sens de la circulation. On retrouve cela surtout dans les thromboses veineuses du membre inférieur. Supposons que j'ai une constitution. On va se débarrasser du cochon. J'ai une vascularisation veineuse. D'accord? J'ai une vascularisation veineuse où j'ai un membre inférieur, ici, j'ai un membre inférieur, puis il y a la veine cave inférieure, puis il y a le cœur droit, puis il y a le cœur droit, puis il y a le cœur droit. On est d'accord? Supposons que l'embole, il est né ici, dans le membre inférieur, puis il commence à monter. Et il est gros, il est assez gros, d'accord? Donc il faut savoir qu'il y a sa pesanteur qui est en train de le pousser vers le bas. Il y a une pesanteur qui est en train de l'attirer vers le bas, où le sang il est en train de monter. D'accord? Il peut y avoir aussi une insuffisance cardiaque droite. Il peut y avoir une augmentation de la pression thoracique. D'accord? Une compression thoracique. Il peut y avoir une compression thoracique ou là n'importe quel phénomène qui fait que à l'intérieur du thorax, ici, à l'intérieur du thorax, il y a une augmentation de pression. Cette augmentation de la pression, elle va empêcher le thrombus qui est déjà assez lourd de venir ici vers le cœur. Donc il va revenir en arrière et taire contre le sang, et taire contre le courant. Voilà. Il va descendre contre le courant et il va aller vers les veines inférieures du membre inférieur et il va se comprimer vers dans l'endroit où il a été créé. Donc, on appelle cela une embolie rétrograde, puisqu'elle migre contre le sens du sang. Elle migre contre le sens du courant sanguin. C'est clair? Très bon. Je suis là. Ça va redonner une fluide. Le membre inférieur, si c'est dans le membre. Excellent. Est-ce que c'est clair? J'ai combien de types d'emboles selon la localisation, selon le trajet? L'embolie régulière, rétrograde et paradoxale. Régulière, rétrograde et paradoxale. C'est clair? Très bon. Régulière, rétrograde et paradoxale. Très bien. Conséquences des embolies. On a terminé avec les embolies, on va voir leurs conséquences. Très bien, on a presque terminé. Après, on fait une pause, maintenant on revient plus tard. Conséquences des embolies. L'embolie, elle est dangereuse. On a compris comment se crée l'embolie, d'où elle vient. Donc, on va voir ses résultats. Elle varie évidemment en fonction de la taille et du siège. Je peux avoir une mort subite, ce qui limite le patient. Conséquence fréquente de l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire possède plusieurs résultats. L'ischémie, avant d'arriver à la mort subite. L'ischémie et l'infarctus, il peut s'agir d'une ischémie transitoire ou définitive. L'ischémie transitoire, c'est un trouble de la vascularisation qui va diminuer la quantité de nutriments qui arrivent. Puis si l'ischémie persiste, il y aura une mort tissulaire. Le tissu va se nécroser. C'est ce qu'on appelle infarcissement ou l'infarctus tissulaire. Très bien. Suppuration, métastase tumorale, d'accord? On va parler avant de revenir, on va parler en détail de l'embolie pulmonaire. Avant de parler de l'embolie pulmonaire, on termine les autres conséquences. La suppuration, l'embole peut s'infecter et se suppurer. Et enfin les métastases tumorales, puisque si c'est une embole tumorale, si ce sont des cellules tumorales qui vont constituer mon embole, ces emboles vont migrer dans l'organisme.
une fois arrivées dans l'organe cible, elles peuvent aussi se multiplier et elles vont constituer une métastase. Une métastase, c'est quoi? C'est du tissu tumoral qui se retrouve à distance du tissu mère. Très bien, la suppuration, elle se produit lorsque l'embolie est la conséquence de la fragmentation d'un thrombus septique et suppuré. Lorsque le thrombus s'infecte, puis il commence à migrer. C'est comme ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Le phénomène d'embolie est essentiel dans la pathogénie des états septicémiques. Vous voyez, pour avoir un sepsis, l'une des causes principales du sepsis, c'est le fait d'avoir un thrombus. Le thrombus s'infecte, puis il va constituer un foyer qui va envoyer des bactéries et des germes. Lorsqu'il y a septicémie, on ne parle plus de septicémie, on parle de sepsis, il y a en effet toujours une thrombose au voisinage d'un foyer septique. Et c'est la surinfection et la fragmentation ultérieure du thrombus qui assure le passage des germes dans la circulation. Si les germes sont volumineux, ils forment des emboles septiques avec suppuration au point d'arrêt. Septico-polyémie. Le thrombus peut s'infecter. En s'infectant, il peut lâcher des germes, mais il peut y avoir aussi une fragmentation de ce thrombus. Donner un gros fragment, le fragment il est riche en bactéries, le gros fragment il va réaliser une embole qui va non seulement boucher une bactérie, un vaisseau, elle va boucher le vaisseau et infecter le tissu. D'accord, elle va avoir un effet double. Très bien. Les métastases tumorales, les cellules néoplasiques peuvent se multiplier au point d'arrêt. D'accord? Donc j'ai une métastase tumorale, c'est des cellules tumorales qui se sont libérées de la tumeur. Une fois arrivées dans le tissu cible, elles vont se déposer et commencer à se multiplier pour constituer une métastase. Elles vont donner un foyer secondaire. On va parler maintenant un peu, pour clôturer le chapitre, on va parler de l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est le résultat, et le plus fréquemment le résultat d'une thrombose veineuse profonde, d'une thrombose des veines. Il y a la constitution d'un thrombus au niveau des veines. Ce thrombus va migrer. Il va aller des veines vers la veine cave inférieure, puis dans le ventricule droit, puis du ventricule droit, il va aller dans les artères pulmonaires. Quand il arrive dans les artères pulmonaires, il va comprimer une artère pulmonaire. Voici mon artère pulmonaire. Voilà. On dit une artère pulmonaire. Elle contient du sang veineux. D'accord? Puis il y aura des capillaires. Puis il y aura des gentils petits capillaires. C'est des capillaires. Ça ou là. Puis j'aurai des artères pulmonaires. Puis j'aurai des veines pulmonaires. Donc j'ai des artères pulmonaires, une artère pulmonaire, et puis des veines pulmonaires. Ici, il y a une communication avec quoi? Avec l'alvéole, pour qu'il y ait des échanges respiratoires. L'embole, il vient du membre inférieur, d'accord? Il va monter dans le corps droit, puis il va se bloquer ici. Il va se bloquer au niveau d'une artère pulmonaire. Ça ou là. C'est quoi le résultat de cette embole? Il va réaliser un syndrome inflammatoire. Il est responsable d'un syndrome inflammatoire. Il est bloqué, il est resté localisé ici. D'accord? Donc il va stimuler un syndrome inflammatoire. Et au cours du syndrome inflammatoire, donc il y aura des cellules immunitaires qui vont venir l'attaquer. Vous savez très bien qu'au cours du syndrome inflammatoire, j'ai la libération de facteurs immunologiques. D'accord? J'ai une activation des endocytes et les endocytes vont activer l'acide arachidonique grâce à la phospholipase 2. Ils vont libérer de l'acide arachidonique des phospholipides pour que l'acide arachidonique soit métabolisé par la voie blablabla l'hypooxygénase et cyclooxygénase. Le résultat est l'obtention de molécules néoformées comme la leucotriène et les prostaglandines. Les prostaglandines sont des vasodilatateurs. Donc il y aura une vasodilatation. Il y aura une Il y aura aussi une bronchoconstriction. C'est des bronchoconstricteurs. Il y aura une bronchoconstriction. Est-ce qu'on est d'accord?
On va voir. La téléctasie. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Qu'il y a une vasodilatation plus une bronchoconstriction. Je vais vous dire. Votre camarade, elle m'a parlé de la téléctasie. C'est très juste. La vasodilatation va faire en sorte qu'il y ait une dilatation des vaisseaux. Il va y avoir une dilatation des vaisseaux. La dilatation des vaisseaux va augmenter la perméabilité, ce qui va favoriser la migration de l'eau du milieu plasmatique vers le tissu interstitiel. Il y aura un œdème conjonctif. Et cet œdème conjonctif va comprimer les branches. Il va venir au-dessus de l'alvéole, au niveau des branches, il va les comprimer. Donc j'ai non seulement une bronchoconstriction grâce à la prostaglandine, mais j'ai un œdème qui va comprimer les branches. Les branches ne pourront plus faire entrer l'air. Et j'aurai une atélectasie. C'est quoi l'atélectasie? C'est l'absence de quoi? C'est l'absence d'arrivée d'air au niveau d'une branche, au niveau des alvéoles. D'accord? L'endroit va apparaître blanc. Il va apparaître blanc sur un cliché ou une radiographie du thorax. Hadia, c'est au niveau de l'endroit où il y a eu l'embolie. C'est au niveau de l'endroit où il y a eu l'embolie. Mais les facteurs que j'ai libérés, les prostaglandines, ils vont être libérés dans toute la région. Est-ce qu'on est d'accord? Les prostaglandines étant libérées un peu partout, d'accord? Ils vont réaliser le syndrome inflammatoire. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Très bien. Il faut savoir que cette bronchoconstriction va me réaliser une activation de la respiration alvéolaire ou de la ventilation alvéolaire. J'ai une obstruction. Le sang qui vient ici ne pourra plus sortir avec de l'oxygène. J'ai une fermeture du vaisseau. Comment on appelle cet effet? C'est un effet espacement. Excellent. C'est quoi l'effet espacement? Un espacement est un espace ventilé non vascularisé. C'est un espace qui est ventilé non vascularisé. L'effet espacement est un effet qui concerne une artère ou une veine pulmonaire, une circulation pulmonaire qui est ventilée mais non vascularisée. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas vascularisée? Je dis qu'elle n'est pas vascularisée parce que le sang ne peut plus passer. Il ne peut plus passer. Le débit sanguin qui sort de cette alvéole, il va augmenter ou diminuer? Il va diminuer puisque j'ai un blocage. J'ai un blocage ici. La quantité du sang qui sort, il y a plusieurs vaisseaux qui vont se rencontrer. La quantité du sang va diminuer. Et la quantité d'oxygène dans mon organisme va aussi diminuer parce que je suis en train de diminuer les échanges. Cette diminution d'oxygène, je l'appelle hypoxie. La diminution d'oxygène dans le sang, je l'appelle hypoxie. Vous êtes d'accord que lorsque j'ai une embolie pulmonaire, j'ai une hypoxie. Pourquoi j'ai une hypoxie? Parce que je réduis la quantité d'alvéoles utiles. L'alvéole, il y a de l'oxygène qui arrive ici, mais je ne peux pas l'envoyer. Vers le sang parce que c'est bloqué. Le sang est stagné par l'embole. Puisque le sang est stagné par l'embole, il ne peut pas sortir des poumons vers les veines pulmonaires pour apporter plus d'oxygène. Donc j'aurai une hypoxie. L'hypoxie va stimuler mes centres nerveux. Et mes centres nerveux vont dire il n'y a pas assez d'oxygène, il faut augmenter la ventilation. Je vais avoir une hyperventilation alvéolaire. Je vais augmenter la respiration. Donc, je vais avoir une hyperventilation alvéolaire. L'hyperventilation alvéolaire dans les autres endroits, donc les effets vont être généralisés vers tout le poumon. L'embolie, elle est ici, in situ, mais les effets vont être généralisés. L'alvéole qui est bloqué. Je vais respirer dans tout mon poumon. Donc je vais accélérer et je vais avoir une hyperventilation alvéolaire. L'hyperventilation alvéolaire, vous avez vu en physiologie, en physiopathologie, que la diffusion du CO2 était très facile. Le CO2 diffuse plus facilement. Le CO2 diffuse beaucoup plus facilement que le O2 à travers la membrane alvéolo-capillaire. Ça ou là. Je fais tout La membrane alvéolo-capillaire a une perméabilité au gaz. Le CO2 passe très rapidement.
Le CO2 et le CO2, le monoxyde de carbone. Ce n'est pas notre sujet. Le plus important maintenant, c'est que le CO2 diffuse facilement à travers la barrière hémato-alvéolaire. Le CO2 diffuse très rapidement. Le CO2 diffuse très rapidement à travers la barrière alvéolo-capillaire. D'accord? Et moi, je suis en train de réaliser une hyperventilation. Je suis en train de réaliser des mouvements respiratoires. Ces mouvements respiratoires vont augmenter les échanges. Et ces échanges vont réaliser une hypocapnie. Je vais avoir une diminution du CO2 dans le sang. Pourquoi? Parce qu'il diffuse très rapidement. Et dans les différentes séances précédentes, bon, vous n'êtes pas tous venus, mais il faut toujours savoir que parmi les résultats de l'hypoxie, j'ai l'hypocapnie. Parce que quand j'ai une hypoxie, l'hypoxie c'est la diminution de l'oxygène dans le sang. La diminution de l'oxygène va stimuler les centres nerveux pour réaliser une hyperventilation. Donc la diminution de l'oxygène va stimuler la respiration. Quand j'ai une diminution de l'oxygène, je vais augmenter la respiration. Cette augmentation de la respiration, elle va augmenter l'élimination du CO2. L'augmentation du CO2 n'est pas proportionnelle au gain du O2. L'organisme, il dit, je ne mesure pas le CO2, je m'en fous du CO2, je suis en train de mesurer le O2. C'est le O2 qui est important. Vous continuez à augmenter la quantité de O2 jusqu'à ce qu'elle rétablisse, jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Entre-temps, le CO2 est en train d'être éliminé. Et j'aurai ce que j'appelle l'hypoxie-hypocapnie paradoxale. Hypoxie-hypocapnie paradoxale. Parce que normalement, j'ai une hypoxie. Quand je ne respire pas, normalement, l'hypoxie, elle est accompagnée d'une hypercapnie. Et l'oxygène, mais c'est CO2. Donc j'ai une hypoxie-hypercapnie. Non, j'ai une hypoxie à cause de la diminution des échanges. Elle est accompagnée d'une hypocapnie. On l'appelle hypoxie-hypocapnie paradoxale. Hypoxie-hypocapnie paradoxale. Et l'hypocapnie va être responsable d'une alcalose respiratoire. Le CO2 dissous, le CO2 dissous est acide, donc il y aura une augmentation de l'élimination du CO2 et j'aurai une alcalose respiratoire. Donc j'ai une douleur thoracique, j'ai une augmentation de la ventilation alvéolaire, j'ai plusieurs syndromes. Un syndrome d'hypoxie, hypocapnie paradoxale, une alcalose respiratoire et j'ai aussi un autre résultat, on appelle cela la disjonction ou le déséquilibre ventilation-perfusion. Déséquilibre ventilation-perfusion, c'est lui qui est responsable de l'hypoxie-hypocapnie. La ventilation, elle augmente. Et la perfusion, elle a diminué à cause du blocage. Donc on appelle cela le syndrome de déséquilibre entre la ventilation et la perfusion. Très bien, et c'est ça l'embolie pulmonaire. D'accord? Et c'est ça l'embolie pulmonaire. Maintenant, donc le résultat final, ce dont j'ai peur, c'est la télectasie et la diminution de l'oxygène. C'est l'hypoxie qui est le résultat final. La question que je vous pose maintenant, est-ce que l'embolie pulmonaire peut tuer le tissu pulmonaire? Est-ce que l'embolie pulmonaire peut aboutir à un infarctus pulmonaire? Est-ce que ce sang-là, est-ce qu'il intervient dans la nutrition du parenchyme pulmonaire? Le poumon a une double vascularisation. Le poumon a une double vascularisation. Une vascularisation fonctionnelle et une vascularisation nutritive. Il existe plusieurs types de vascularisation pulmonaire. Il y a la vascularisation alvéolaire hadhiya, c'est pour que le poumon réalise ses fonctions. Et il y a aussi une deuxième vascularisation, c'est la vascularisation bronchique. Il faut faire la différence. Les alvéoles. Donc, boucher. Vous connaissez le boucher? Vous connaissez le boucher? Le boucher, c'est un monsieur qui travaille, qui égorge. Qui coupe la viande, qui pèse la viande, qui vend la viande, qui fait la différence entre les entrecôtes et le foie. C'est un boucher. C'est quoi sa fonction? C'est de vendre et d'interagir avec la viande. On est d'accord? Est-ce que le boucher mange de la viande? Il peut en manger comme il peut être végétarien. Donc il peut consommer de la viande. Est-ce qu'un bon boucher non, il ne faut jamais mélanger entre les deux. Donc quand un boucher gère bien son budget, mais il vous avez compris? Il ne faut jamais mélanger les choses. Les poumons, ils font la même chose.
Quand le sang qui travaille, qu'ils utilisent pour travailler, le sang je le récupère, je l'oxygène, je récupère le CO2, j'élimine le CO2 ومن بعد بصح ما نستعملش هذا le CO2 باش ناكل يعني خدام انا نخدم خدمتي. La nutrition je le récupère à partir des artères spécifiques que j'appelle les artères bronchiques. Les artères bronchiques sont des collatérales de l'aorte qui mène donc dit l'aorte qui contient du sang artériel, tu mets des branches, et tu le sang de le cœur, c'est du sang veineux, je sais pas le faire. Donc la nutrition, elle est à part, elle dépend d'une autre vascularisation. C'est pour cela que l'embolie pulmonaire ne donne pas d'infarctus pulmonaire. L'embolie pulmonaire ne donne pas d'infarctus pulmonaire quand elle est proximale. Quand elle concerne les branches, les artères pulmonaires proximales. Elle peut malheureusement causer un infarctus pulmonaire. Quand elle touche les artères pulmonaires périphériques qui sont en contact avec la plèvre. D'accord? Lorsque j'ai une artère pulmonaire, supposons que toute cette barrière hémato-alvéolaire, elle est au niveau périphérique et elle est au contact de la plèvre. La plèvre. Tout ça, c'est ma plèvre. Tout ça, c'est ma plèvre. Supposons que j'ai un syndrome inflammatoire ici. Je vais réaliser un syndrome inflammatoire qui va me réaliser une inflammation et il y aura une congestion et la congestion va se buter contre la plèvre. Une fois butée contre la plèvre, elle va être restreinte. Elle va être restreinte et elle va se localiser, ce qui va augmenter la pression et l'augmentation de la pression va comprimer les vaisseaux bronchiques. L'augmentation de la pression va comprimer les vaisseaux bronchiques et les vaisseaux bronchiques vont être comprimés, il n'y aura plus de sang artériel qui arrive à l'alvéole et le bronchien pulmonaire va se nécroser par l'ischémie. D'accord? Donc l'embolie pulmonaire donne un infarctus, une ischémie puis un infarctus pulmonaire quand elle est périphérique. L'embolie pulmonaire, quand vous allez chercher dans les cours, vous allez trouver que l'embolie pulmonaire cause un infarctus pulmonaire quand elle est périphérique. L'embolie pulmonaire cause un infarctus pulmonaire quand elle est périphérique, sinon elle n'en cause pas. Est-ce qu'on est d'accord? On a terminé avec l'embolie. L'embolie est un syndrome au cours duquel j'ai une obstruction des vaisseaux sanguins par un corps étranger. Ce corps étranger a un diamètre beaucoup plus important que le compartiment sanguin dans lequel il se trouve. Cette embolie a plusieurs origines. Il peut être chlorique, il peut être adhéromateux, il peut être graisseux, il peut être gazeux, il peut être infectieux, il peut être tumoral. J'ai plusieurs compartiments où l'embolie peut se réaliser, elle peut toucher une veine comme elle peut toucher une artère, d'accord? Elle peut toucher une veine comme elle peut toucher une artère. Il y a plusieurs types selon le trajet de l'embolie. Je peux parler d'une embolie régulière, d'une embolie paradoxale et d'une embolie rétrograde. Très bien, les résultats de l'embolie pulmonaire, le principal résultat, c'est le découplage entre la ventilation et la perfusion, ce qui va me causer une hypoxie. Le derme peut être important, l'hypoxie peut être tellement importante qu'elle peut tuer le patient par une mort subite. L'embole peut s'infecter, il peut constituer un foyer infectieux. L'embole peut causer un infarctus pulmonaire et tuer le poumon si cette embolie est localisée au niveau de la périphérie, qu'elle est au contact de la plèvre. Et je vous remercie.